En 1535, Jacques Cartier vogue sur le Saint-Laurent. Sur une colline, il découvre Hochelaga, village indien, qu'il baptise Mont-Royal et qui deviendra Montréal. Montréal compte aujourd'hui plus d'1 million d'habitants. Wow! En 1642, c'est au tour de Maisonneuve de fonder Ville-Marie, la future Montréal. Une urbanisation audacieuse devance celle du vieux continent. On passe d'un temple du commerce à celui du bon Dieu, qui accueille jusqu'à 7000 fidèles. Ce monument néo-gothique abrite un gros bourdon qui pèse 12 tonnes. Des sculptures édifiantes effacent l'alcoolisme et la prostitution que la prohibition des années 30 avait importé des États-Unis. Ces colosses de verre et de béton supplantent le côté vieille France. Mais 7 citadins sur 10 parlent français. Nous sommes un peu chez nous. Le métro est calqué sur celui de Paris. Cet autre défi architectural rappelle les Jeux Olympiques de 1976. Les barbarismes canadiens sont savoureux. Les noctambules ne sont pas des casseux de veillée. En fait de shopping, on fait du magasinage à la recherche du dépanneur qui ferme tard. Les nouveautés s'appellent les découvrailles. On peut aussi aller aux vues, c'est-à-dire au cinéma. Et si ceux-là jouaient de l'harmonica, on parlerait de ruine babine. La ville ne compte guère plus de 300 000 habitants, soit 3 fois moins qu'à Montréal. C'est cependant la capitale fédérale du Canada. On est loin du modeste centre de tronçonnage du bois des années 1850. Ottawa a considérablement évolué. En 1857, la reine Victoria décide d'y siéger le gouvernement. Inspirée de celle de Buckingham Palace, la garde est très british. Cette retraite bon chic, bon genre, baptisée Club Signori, date des années 30. Elle fut longtemps réservée aux gratins. Bette Davis ou Ronald Reagan y ont séjourné avant de laisser le champ libre aux touristes. Cette halte vaut surtout pour ses jardins à la française, bien que l'Ontario ne privilégie que sa fibre anglaise. On n'y parle que la langue de Shakespeare, tandis que celle de Molière prévaut là-bas, sur l'autre rive, au Québec. Les frictions entre anglais et français ne datent pas d'hier. En face d'Ottawa, sur la rive nord, se profile une ville francophone.
Ainsi se haïssent cordialement, à distance, anglophobes et francophobes. Les grands lacs de l'Atlantique sont reliés par le Saint-Laurent, qui parcourt 3700 km depuis le lac supérieur et 1200 km depuis le lac Ontario, dont il est l'émissaire direct. Un trafic intense pollue le fleuve, mais cela n'a rien à voir avec ces aimables virées touristiques. On peut se faire une toute autre idée de ce grand fleuve d'Amérique du Nord. Cette zone est surtout fréquentée par des excités, tandis que nous voguons dans leur sillage. Mais où court-il? Waouh! C'est un supposé site enchanteur qui se limite à un archipel de résidences secondaires plus ou moins excentriques. C'est une des formes du fameux rêve américain. Les plus friqués accostent un château. D'autres ne possèdent qu'un îlot miniature. L'intérêt d'une telle excursion reste assez mince. Mais en fait de miniature, voici toujours le plus petit pont international du monde qui relie deux États. Ce nom veut dire « lieu de rencontre » en langage iroquois. Une croissance accélérée s'étend sur plus de 50 km au bord du lac Ontario. Toronto compte plus de 600 000 habitants et l'agglomération urbaine en totalise presque 3 millions. C'est la seconde ville du Canada, jadis baptisée Fort-Rouillé, puis York, avant de devenir Toronto en 1834. Un flux d'immigrants venus des États-Unis en a fait un pôle économique. De nombreuses multinationales y ont établi leur siège. C'est un des plus grands centres commerciaux du monde, avec, sur 4 niveaux, plus de 300 boutiques et restaurants. Ce paradis de la consommation devance ceux de la vieille Europe. La ville est dynamique et contrastée. On y parle surtout l'anglais. Mais le français n'est pas totalement exclu. Waouh! Et comme nous ne sommes pas des casseux de veillée, c'est-à-dire des couche-tôt, nous ne sommes pas pressés de regagner le vivoire, c'est-à-dire la chambre à coucher. Non, ce n'est pas Luna Park, ni Disneyland, mais l'entrée de la plus haute tour du monde, inaugurée en 1976. À 340 mètres du sol, une couronne belvédère qui tourne sur elle-même sert aussi de restaurant. Tandis qu'on mange, le tour complet s'effectue en 70 minutes. C'est un panoramique à 360 degrés
sur le lac Ontario et sur Toronto, deuxième ville du Canada et capitale de la province de l'Ontario. À quelle altitude on est là? 351 mètres. 351 mètres. La tour culmine à 553 mètres, presque 2 fois la tour Eiffel. Non loin de là, à vol d'oiseau, une autre curiosité est toute proche. L'hydrographie canadienne est étonnante. À la frontière des États-Unis et du Canada, sur 54 km, coule le fleuve Niagara qui relie les lacs Erie et Ontario. Le premier lac, situé à une altitude supérieure de 100 mètres, se déverse dans le second par les célèbres chutes du Niagara. « 57 mètres de dénivellation, 900 mètres de développé. Vu du ciel, cet accident de la nature constitue le plus beau fer à cheval du monde. Voyons d'un peu plus près. Niagara signifie Okiton chez les Indiens, auprès desquels, en 1534, Jacques Cartier est le premier blanc à découvrir les chutes grandioses. C'est devenu un des pôles touristiques de la planète. Voyons d'encore plus près. L'humidité ambiante ne décourage pas les visiteurs. Cette muraille liquide et tonitruante attire les touristes du monde entier. Le port d'un imperméable fourni à l'entrée est indispensable. C'est aussi une tenue nuptiale pour les jeunes mariés en quête de fortune qui espèrent voir apparaître un arc-en-ciel porte-bonheur. Mais le soleil n'est franchement pas de la partie. C'est une rotation incessante, sur l'eau et dans l'air. Vu d'en haut, le spectacle est tout aussi majestueux. C'est un de ces endroits du monde qui divisent le genre humain en deux catégories. Ceux qui y sont allés et les autres qui ne connaissent pas.